Bonjour à tous. Avant de passer la parole aux intervenants, je voulais vous souhaiter la bienvenue, donc c'est fait, bienvenue. Et puis vous donner quelques informations sur la programmation culturelle qui va se dérouler jusqu'en avril prochain. Vous avez le petit fascicule qui vous donne un petit peu tous les détails. Une information, on a une exposition temporaire qui s'appelle Énergie So What qui démarre mi-février. Vous serez mis dans la peau de dirigeants et pour comprendre et pratiquer un petit peu ce que vous entendez aujourd'hui et voir comment la transition énergétique peut se faire et être comprise. Vous découvrirez aussi les nocturnes, les ateliers, les conférences jusqu'en avril. Et on est ravis de vous voir si nombreux en cette samedi après-midi. Bonne conférence. Bonjour à tous, on est ravis de voir que vous êtes si nombreux aujourd'hui. J'imagine que c'est parce que ce thème, qui est le thème de la croissance, est un thème qui est très présent dans les débats. Hein. C'est un des rares thèmes économiques dont on peut parler chaque soir aux 20h de TF1 et France 2, et pourtant on ne sait pas très bien souvent ce que ça veut dire la croissance. On entend parler aussi, on reviendra sur cet aspect de décroissance de plus en plus. Et là encore, on arrive assez mal à cerner ce que ça peut vouloir englober. Donc moi, je suis votre modérateur pour ce débat aujourd'hui. Je ne me suis pas présenté. Je suis François Miguet, je travaille au magazine Le Point, mais je suis aussi trésorier de l'association des journalistes économiques et financiers, et qui est partenaire de Citeco. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vous présente nos trois intervenants. Donc à ma gauche, vous avez Kathleen Schubert, qui est professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Vous avez Timothée Paric, qui est l'auteur d'une thèse en économie sur la décroissance et qui est professeur en Suède à l'Université de Lund, si je ne me trompe pas. Non, qui est chercheur, pardon, je lui ai donné une promotion un peu rapidement. Et puis Florence Janicatrice, économiste, professeure à l'Université de Lille et chercheuse au Centre lillois d'études et de recherche sociologiques et économiques. Et chacun de ces intervenants a pensé ces questions de la croissance. On va avoir plusieurs aspects dans ce débat. D'abord, on va revenir sur l'origine de la notion. On va essayer de comprendre quels sont les différents outils qui permettent de la mesurer, et on verra que ça peut faire débat. Et ensuite, on reviendra sur à quoi elle peut servir et qu'est-ce que c'est que la décroissance. Voilà. Alors, première question, très simple, que je vais peut-être poser à Florence Janicatrice, parce qu'elle a écrit plusieurs ouvrages là-dessus, c'est quand et comment est né le concept de croissance dans l'histoire économique? Oui, bonjour, déjà, ça marche tout seul. Voilà. Bonjour à tous, voilà, ça marche, et à toutes. Et merci pour l'invitation de Citeco, et puis merci pour cette première question. Et, la question des richesses et de leurs mesures, c'est une question qui est aussi vieille que l'économie classique, aussi vieille que des philosophes ont pensé l'économie, puisque au départ, les économistes étaient plutôt d'abord des philosophes. Et disons qu'à partir des physiocrates, mais même chez Adam Smith, on commence en 1776, il écrit un ouvrage qui s'appelle La richesse des nations. Donc il s'intéresse à la notion de richesse. Mais pour faire vite, parce que le temps nous est quand même compté, et sans faire de saut trop rapide dans l'histoire quand même, j'aime à citer ma collègue et co-auteure Dominique Méda, qui est philosophe et prof à Dauphine, et qui, dans un ouvrage qu'elle a publié en 1999 qui s'appelle « Qu'est-ce que la richesse ?», justement, essaye de montrer que dans l'histoire de la pensée économique, il y a eu une sorte de coup de force, en particulier de Thomas Malthus, qui est un économiste classique, autour, disons, 1800-1848, critique de l'économie politique, ouvrage dans lequel il vient donner une définition des richesses et de la croissance, et précurseur, hein, il ne nommait pas encore ce terme de cette manière-là, mais en gros, il disait qu'il fallait d'abord pouvoir calculer quelque chose qui permettrait de lever l'impôt pour faire la guerre. Donc, il faut toujours essayer de se remettre les choses dans le contexte de l'histoire économique. Deuxièmement, l'idée qu'il faudrait exhiber
ces richesses et cette croissance et cet accroissement des richesses, et que donc il faudrait impérativement que ce qui est mesuré comme croissance puisse être mesurable. Et donc on sent déjà poindre là l'idée que pour une bonne partie des économistes, il ne peut pas y avoir de concept sans qu'il puisse être mesuré en quelque sorte. Et donc, chemin faisant, après l'économie classique, on a vu apparaître de manière plus contemporaine ce qu'on appelle comme étant parfois le père du PIB, du produit intérieur brut, et donc de la notion un peu de richesse contemporaine. C'est Simon Kuznets, qui est un économiste à qui on a été confié au moment de la crise de la dépression de 29 aux États-Unis le soin d'essayer d'élaborer un indicateur agrégatif qui donnerait en une seule valeur résumée l'ensemble des richesses du pays, et surtout qui permettrait de préparer l'économie américaine à avoir des signaux lui permettant d'envisager les crises suivantes, puisque finalement la crise de 29 n'avait pas été envisagée. Donc on pourrait dire que le revenu national, parce qu'il n'a pas créé le PIB, il a créé le revenu national, mais que le revenu national, cette espèce le revenu de l'ensemble des individus du pays, est un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle le PIB aujourd'hui. Et c'est dans une guerre avec Kuznets et Keynes, c'est quand même plutôt la perspective de Kuznets qui a gagné au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un peu peut-être étonnamment, et a été créé avec le système des comptes nationaux dès 1945. À l'intérieur des comptes nationaux, un indicateur agrégatif qui était un indicateur assez efficace pour essayer d'évaluer, on aura peut-être cet élément de discussion avec Timothée Parric en tout cas là-dessus, un indicateur assez efficace pour évaluer voilà, le degré d'activité économique sur un espace donné, un territoire donné, par exemple un pays. Donc vous avez le produit intérieur brut qui mesure l'activité économique de toutes les unités économiques, et une estimation, à partir de 1977, pas avant, de la richesse produite par les activités non marchandes, en particulier par les services publics. Hein, donc voilà, donc c'est ça le PIB. Le PIB, c'est l'ensemble donc de ce qui est produit sur un territoire donné par les unités économiques, et une estimation de ce qui est produit par les services publics. Et c'est l'évolution de l'ensemble de cet agrégat qui constitue la croissance économique. J'ajoute un tout petit point parce que le diable est dans les détails. Et chez les économistes, c'est important d'avoir aussi ça en tête, c'est que la croissance économique, ce n'est pas l'expansion du PIB en valeur économique, en valeur nominale, en prix, en dollars ou en euros. C'est l'expansion en volume. C'est l'expansion, on dit aussi parfois en termes réels. Alors, je vais le dire un petit peu en tordant le bâton, mais au fond, ce qui intéressait les économistes et les politiques au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de savoir si le pays allait être reconstruit sur une base industrielle et sur une base marchande. Donc, l'indicateur était peut-être assez bien fondé pour ce projet politique-là, reconstruire le pays sur une base industrielle et sur une base marchande. Et puis, donc, cette idée de croissance économique, c'est l'idée de l'expansion en volume. Donc, produire plus de biens matériels, en quelque sorte, produire plus d'ordinateurs, produire plus de bouteilles, produire plus de machines-outils, etc. Enfin, machines-outils dans le PIB, enfin, bref, etc., etc. Mais c'est vraiment cette idée-là qu'il faut avoir en tête. La croissance économique indique une expansion de ce que nous produisons en volume de ce qui est produit. Voilà. Je me permets de vous couper parce que vous avez presque devancé la question des outils de mesure de la croissance. Je voulais parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Chez les économistes, il y a une sorte de C'est bien pour ça que c'est ainsi que nous avions serré intimiste presque entre le concept et les mesures, ce qui est un drame aussi. Mais je voulais juste demander, juste avant cela, à Kathleen Schubert de nous donner son sentiment. Vous avez dit, vous, si je comprends bien, que le mot croissance, il arrive avec Malthus. Et donc, est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit? En fait, est-ce que le mot de croissance est employé aussi tard, finalement, dans l'histoire de la pensée et est-ce qu'on peut revenir quand même un peu sur la façon dont ce mot est apparu et comment on le définissait à cette époque, avant même la construction du PIB? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit là, mais je voudrais ajouter quelque chose, enfin, prendre ça sous un angle un petit peu différent. Il y a des travaux, en particulier d'un économiste qui s'appelle Madison, qui ont essayé de mesurer le revenu en fait des pays depuis l'an 0.
Alors, comme vous imaginez très bien, le revenu des gens en l'an zéro, c'est assez difficile à évaluer. Donc, ils ont fait des travaux historiques principalement pour voir un peu quel pouvait être le revenu à cette époque, la richesse des gens, etc. Et ils ont fait ça, et c'est un très très gros projet, et ils ont fait ça jusqu'à nos jours. Et ce qui est très frappant à voir, en fait, c'est que la croissance telle qu'on la connaît et telle qu'on a commencé à la mesurer, c'est juste un espèce d'accident historique, en fait. C'est-à-dire que pendant très 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 longtemps, il n'y avait pas ou extrêmement peu de croissance, ni démographique, ni du revenu. Il y avait des fluctuations, ça croissait un tout petit peu pendant la Renaissance, par exemple, ou à certaines périodes en Chine, mais en gros, c'était extrêmement plat. Et la croissance telle qu'on la connaît, c'est vraiment quelque chose qui est apparu au moment de la révolution industrielle, disons, avec la conjonction d'innovation et puis de l'énergie fossile pas chère, quoi, le charbon. Pour moi, c'est ça la croissance. Et c'est apparu à ce moment-là. Et quand vous regardez ces données, on voit une espèce d'énorme augmentation du PIB et des inégalités de PIB mondial, évidemment, à partir de ce moment-là. Et donc, toute la question, en fait, c'est est-ce que ça peut durer comme ça pour toujours ou est-ce que c'est un accident, juste un accident historique, quoi. Une énigme permise par cette espèce de conjonction énergie fossile, charbon et innovation. Donc, du coup, c'est à partir de là aussi qu'on a commencé à le mesurer réellement. Et donc, je suis d'accord sur les dates, le diagnostic. Voilà. D'accord, merci pour ces précisions très complémentaires. Timothée Paric, un mot peut-être sur le débat qu'il y a aujourd'hui sur les outils de mesure finalement. Il y a eu tout le monde a entendu parler du PIB, mais il y a eu aussi des propositions d'outils alternatifs. Peut-être que vous pourriez rappeler lesquels. Je me souviens de l'indice de développement humain, par exemple, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce qui fait que voilà, le PIB est resté cette espèce de totem qu'on associe toujours à la croissance, et est-ce qu'il est questionnable? Est-ce qu'il faut le questionner? Alors, le PIB est extrêmement questionnable aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait consensus chez la plupart des économistes. Les limites du PIB, on les connaît très bien. D'ailleurs, elles sont marquées noir sur blanc sur le manuel des Nations Unies qui vous explique en 720 pages comment le calculer. Que voilà, le PIB ne prend pas en compte ou très peu la nature. Aussi, le PIB ne peut mesurer que donc les activités commerciales ou l'estimation des services publics à travers une méthode de calcul particulière qui, elle aussi, est assez questionnable. Et donc, ce PIB aussi, enfin, sa troisième limite, quand on a une discussion aujourd'hui, par exemple pendant la pandémie ou pendant les pénuries d'électricité, où on essaye de faire la différence entre certains secteurs, certains biens et services plus essentiels que d'autres, le PIB, en fait, est une calculatrice géante. Donc, dès que vous avez une agitation économique sur cette sphère, soit commerciale, soit non marchande, monétarisée, ça s'ajoute avec des plus sur votre PIB, qui mesure donc l'agitation de votre économie, mais ça ne vous dit pas si en fait cette activité va vraiment créer une valeur qui est véritablement ajoutée. Je vous donne un exemple. Si vous avez une forêt donc, qui va regorger d'espèces et de services écosystémiques, qui va absorber énormément de carbone avec de très vieux arbres, par exemple, où beaucoup de personnes vont se promener le week-end, donc un service aussi écosystémique, où beaucoup de personnes associent leur identité culturelle avec l'existence de cette forêt, et vous allez la raser. En la rasant, vous allez payer des salaires pour des personnes qui la rasent, et vous allez vendre ce bois et peut-être fabriquer quelque chose avec. Donc là, on est passé d'une forêt avant qui ne valait rien à une agitation économique que l'on considère comme une valeur ajoutée. Donc, la création d'une richesse. Alors qu'on peut bien voir, là aujourd'hui, du point de vue de l'économie écologique, on peut se dire, la forêt qu'on a rasée pour faire des tables basses Ikea, en fait, il y avait beaucoup plus de valeur avant sur l'absorption du carbone, sur le filtrage de l'eau, sur les services, l'existence des arbres en ville pour rafraîchir le climat pendant les canicules, sur l'existence d'îlots verts justement pour la santé psychologique des personnes qui passent du temps en pleine nature, toutes ces choses-là. Donc on peut se rendre compte, et là c'est un phénomène que Herman Daly, l'un des pionniers de l'économie écologique dans les années 80, appelait la croissance anti-économique. Un petit peu comme en microéconomie. En fait, c'est quelque chose. On s'est agité, mais on a créé plus de coûts que de bénéfices. On a sacrifié énormément ici de coûts écologiques. Enfin, on a créé beaucoup de coûts écologiques. Tout ça pour un petit peu de bénéfices. Donc là, aujourd'hui, il y a deux grands débats. Le premier débat sur les indicateurs, lui, il est à peu près consensuel. Les premiers vraiment véritables alternatives au PIB, c'est les années 70 déjà. Et maintenant, et Florence vraiment a passé des décennies à étudier ces choses-là, avec Dominique Méda et d'autres, où on a vraiment
une grande famille, une grande pluralité d'indicateurs alternatifs, mais ce qui est quand même impressionnant, c'est que ces indicateurs n'ont jamais réussi vraiment à déplacer le PIB. Justement, vous me faites une bonne transition, parce que moi, je voulais poser cette question-là précisément à Florence Janicatrice. Qu'est-ce qui fait que le PIB est resté cet indicateur star malgré toutes les tentatives, certaines prometteuses, de créer d'autres indicateurs qui pourraient le remplacer, ou en tout cas être des compléments intéressants à cet indicateur-là? Bon, il existe, comme le disait Timothée, une grande variété d'indicateurs complémentaires au PIB, en tout cas, et qui se sont déployés depuis le début des années 70 pour les premiers, et puis ceux qui sont les plus connus depuis le début des années 1990, avec l'indice de développement humain et l'empreinte écologique, qui est arrivé à peu près de manière concomitante, même s'ils n'ont pas été développés par les mêmes réseaux. Mais dans le même temps, dans ces années-là, on a aussi connu des grandes révolutions dans la pensée économique et qui ont d'une certaine manière contrecarré, ou ça c'est en tout cas c'est mon interprétation, ou en tout cas apaisé d'une certaine manière la controverse autour de la croissance économique. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est au moment du rapport Meadows, le rapport du Club de Rome de 1972, avec cette première alerte vraiment quasi consensuelle partie de l'ensemble des parties prenantes, économistes, techniciens, politiques, etc., et scientifiques autour de la question des limites planétaires par rapport à l'idéologie d'une croissance infinie. Et au même moment, ou juste après, on a deux économistes qui plus tard deviendront des prix de la Banque de Suède en faveur d'Alfred Nobel, et qui produisent un indicateur alternatif au PIB, l'indice de bien-être soutenable, c'est Tobin et Nordos. C'est vraiment exactement à ce moment-là. Et dans cet indicateur, ils produisent un petit article qui s'appelle « Is growth obsolete ?» Ça veut dire « Est-ce que la croissance est obsolète ?» Et la réponse qu'ils vont fournir, c'est non. Ils disent, quand on construit un indicateur alternatif, on vous montre qu'on est toujours quand même sur une trajectoire de croissance. En fait, ce sont les pionniers du PIB vert. Donc vraiment, ça a été un moment important dans, j'allais dire, l'étouffement finalement de cette idée que la croissance illimitée ne serait qu'une chimère. Et le deuxième moment, mais évidemment, il y en a bien d'autres dans l'histoire, peut-être que Exxon aujourd'hui, si vous avez écouté la radio, a joué dans ce sens aussi, c'est-à-dire, j'allais dire, une sorte de production d'ignorance finalement, ce qu'on appelle l'agnotologie d'ailleurs, bref. Mais excusez-moi, juste pour préciser, c'est qu'il y a eu un rapport. Oui, ExxonMobil était au courant dès les années 70 Exxon, du réchauffement depuis les années climatique. 70, a produit des rapports scientifiques dans lesquels elle est très consciente que la production d'énergie fossile est productrice d'augmentation de transformation du climat et de réchauffement de la planète en fait. Et donc ils ont produit à partir de ce rapport-là, ils ont produit des contre-rapports pour essayer de minimiser et puis pour essayer d'attirer l'attention sur autre chose. On appelle ça l'agnotologie parce que ça a été très très documenté par la même auteure Oreskes sur la question du tabac et des non-effets sur la santé du tabac. Et je reviens à mon deuxième exemple parce qu'il est très important, je pense, c'est que aussi à peu près au début des années 80, les économistes standards vont inventer aussi une nouvelle théorie qui va être très puissante et d'ailleurs qui est encore très très mobilisée par les économistes les plus en vue aujourd'hui, qui est la croissance endogène. C'est-à-dire, même si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, les théoriciens de la croissance jusqu'à Solow disaient on a besoin de progrès techniques pour éviter la stagnation. Et le progrès technique, dans les modèles jusque Solow, c'était une sorte de variable qui était exogène à l'économie. C'est-à-dire, on disait, il faudra injecter du progrès technique, donc du changement technique, des innovations, etc., pour éviter d'avoir une sorte de stagnation séculaire. Mais à partir de la croissance endogène et de la théorie de la croissance endogène, les économistes ont dit, si on a de la croissance économique, alors on pourra produire des technologies et des innovations, on aura du capital humain, et avec ce capital humain et ces innovations, on aura de la croissance économique. Donc au moment où il y a une forme de sorte de premier consensus autour de l'idée que la planète, elle est finie, on a les économistes qui, de leur côté, inventent des outils de la croissance infinie.
avec la croissance endogène. Et avec cette idée que le progrès technique n'est plus un élément exogène qui va être quand même, qui fragilise leur modèle, mais va être un élément endogène au modèle. Croissance économique, produit du progrès technique, qui produit de l'innovation et qui produit de la croissance économique. Une sorte de cercle vertueux permanent. Et donc, au fond, je pense que c'est là la variable centrale, et vous pouvez l'entendre vraiment dans tous les débats, y compris médiatiques, la variable centrale qui distingue les économistes, j'allais dire pro-croissance versus interrogation drastique et radicale autour de la croissance ou vers des modèles pro-croissance, c'est la question du rôle qu'ils font jouer au progrès technique. Pour les uns, le progrès technique, c'est une croyance absolue. Il suffit d'écouter Philippe Aguillon qui dit « je crois en la croissance et l'innovation ». C'est vraiment un credo. Et il y a vraiment ce pari technologique, ce pari technophile, en fait, qui permettrait de renouer avec les gains de croissance, y compris permettant éventuellement de rattraper les dégâts écologiques qui ont été fournis. Alors, et d'un autre... Pardonnez-moi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Philippe Aguillon, c'est un professeur au Collège de France, ancien professeur à Harvard, qui a écrit sur la destruction créatrice, notamment. Donc lui, vous êtes pas, on l'aura bien compris sur la même ligne que lui. Mais voilà, je voulais juste rappeler qui il était. Puisque... Les arguments d'autorité de qui il est ne dit pas qu'il a forcément raison. C'est pas un argument d'autorité, mais c'est pareil, je voulais dire qui était William Nordos. Parfois, comme on est sur parfois, je veux dire, un auditoire grand public, j'essaye de rappeler qui est qui. Kathleen Schubert, je voudrais vous entendre sur cette question-là, peut-être en réponse à ce que disait... Oui, assez rapidement. 2 ou 3 points. En fait, les économistes, comme vous dites, ce standard, en fait, il y a bien longtemps qu'ils ont compris que ce qui est important, ce n'est pas la croissance, c'est le bien-être. C'est le bien-être des populations qui est important. Et donc, c'est ça qu'on trouve dans tous les modèles macroéconomiques, c'est ça qu'on essaye de mesurer. Mais le bien-être, ça ne se traduit pas simplement par un indicateur que les médias, par exemple, peuvent compter et mettre dans le journal tous les jours. C'était beaucoup plus subtil que ça. Et la croissance, c'est cette obsession du chiffre du PIB, ce n'est pas tellement les économistes qui l'ont en réalité, c'est le reste des gens. Il y a une bonne raison pour ça, c'est que l'autre aspect, évidemment, la croissance, comme vous dites, c'est l'augmentation en volume de la production, mais l'autre aspect, le verso de la pièce, c'est que la croissance, c'est aussi l'ensemble des revenus qui sont distribués à la population dans une économie à un moment donné. Et ça, évidemment, c'est très important pour les gens, c'est leur pouvoir d'achat en réalité. Quand la croissance augmente, ça veut dire qu'il y a plus de revenus qui sont distribués, et donc on comprend bien pourquoi ça peut toucher et être aussi important. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que, en fait, dans les indicateurs alternatifs, il y a ce qui est très important à prendre en compte, qui n'est pas du tout pris en compte dans la croissance et qui pourtant, évidemment, est un facteur de bien-être énorme. Ce sont les biens publics, les externalités, donc l'environnement, tout ce que vous avez dit, bien sûr. Mais on ne sait pas très bien le mesurer. Donc, les comptables nationaux sont un peu frileux par rapport à ça. Ça, je suis d'accord. Mais évidemment, c'est extrêmement important. Ceci dit, et puis il y a un autre aspect, évidemment, aussi que le PIB ne prend pas en compte, c'est les inégalités. Ça ne dit rien du tout sur la distribution. Ça dit juste comment, en moyenne, l'économie croît, mais ça ne dit rien sur comment est distribuée cette augmentation du revenu. Donc ça, évidemment, c'est un énorme défaut. Donc, on essaye de faire mieux, mais on n'a rien pour l'instant qui soit un chiffre aussi synthétique que le PIB et aussi parlant, en fait, pour les gens qui ne sont pas des économistes, quoi. Voilà. Très bien, merci. Alors, Timothée Paric, vous travaillez sur une notion, vous avez d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui est un résumé de votre thèse, si je comprends bien, sur l'idée de décroissance et l'idée aussi de post-croissance. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous entendez par là et quelles sont les voies et moyens de rendre cette perspective possible. Alors, derrière ces termes décroissance et post-croissance, on a 2 choses. On a déjà un paradigme qui est critique justement de cette idéologie de la croissance. Donc, c'est un paradigme qui existe au moins depuis les années 70, donc avec les premières critiques environnementales des Meadows, mais aussi des critiques de la comptabilité nationale alliées à des critiques du capitalisme, et ensuite après dans les années 80 du néolibéralisme, des critiques altermondialistes, des critiques du patriarcat, tout en fait une espèce de soupe critique qui va venir former un paradigme contestataire organisé autour d'une critique de la croissance et du système qui va avec. Donc ça, c'est
toute une littérature aujourd'hui, avec des centaines d'articles, et avec donc beaucoup de concepts qui interagissent entre eux. Le post-extractivisme, l'anti-utilitarisme, le convivialisme, la post-croissance, la décroissance, l'écosocialisme, tout ça, moi, c'est des concepts que je vais vraiment dans une espèce d'Avengers, de critique de cette économie de la croissance qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est l'aspect au niveau des idées. Au niveau du phénomène réel, parce que la croissance, de la même manière, il y a un récit aujourd'hui autour de la croissance qu'on associe à l'innovation, à la prospérité, au bien-être. Donc ça, c'est sur le plan des idées. Et il y a aussi un phénomène réel. On l'a vu qu'on essaie de mesurer avec le PIB, une croissance donc volumétrique des biens et services. Et bien, de la même manière, la décroissance, elle a aussi une existence comme phénomène. Et là, c'est un petit peu le contraire de la croissance, hein, pour commencer. Moi, dans le livre, je la définis comme une réduction de la production et de la consommation. Et j'y ajoute ensuite 4 caractéristiques, donc une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc là, on a les 4 grandes valeurs qu'on retrouve dans la littérature, donc c'est ce paradigme contestataire, la soutenabilité, la démocratie, la justice et le bien-être. Et donc, moi, j'aime beaucoup utiliser l'analogie du régime macroéconomique, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un double problème. Le premier problème, c'est que nous n'arrivons pas à faire baisser les pressions sur l'environnement, ou nous n'arrivons pas à le faire pour toutes les pressions, ou nous n'arrivons pas à le faire assez vite. Donc, malgré l'existence d'un concept assez vague de croissance verte, la France reste toujours en dépassement de la capacité de charge des écosystèmes sur laquelle, sur le très long terme, son économie dépend. Donc, si l'on admet que l'on doit baisser nos pressions sur l'environnement, et si l'on accepte que les politiques qui ont été mises en place dans un cadre d'économie circulaire, de bioéconomie, de croissance verte, de capitalisme vert n'ont pas suffi, il va faire quelque chose de plus. Moi, dans mes travaux, j'ai exploré ce scénario de la chose de plus, c'est la sobriété, et même une sobriété qui est tellement généralisée à l'échelle de l'économie que si l'on venait mesurer le avant et le après, on se rendrait compte que l'économie telle que mesurée par le PIB serait plus petite. Ça, c'est la décroissance comme transition. Florence Gianni-Catrice, est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Oui, enfin, à peu près. Je pense que ce que évoque Timothée Parry, que dans cette espèce de regroupement hétérogène de critiques autour du mythe de la croissance, c'est aussi une critique de la démesure, au fond, hein, de cette idée que nos sociétés sont dans des fuites en avant pour essayer de régler par des suppléments de croissance précisément les dégradations qu'elles font subir en permanence à l'écosystème, mais aussi peut-être à notre capacité à vivre ensemble, donc aussi, j'allais dire, au patrimoine social qui nous unit. Et donc c'est vrai que d'une certaine manière, au fond, ce mot obus de décroissance, parce que comme le dit Paul Ariès, c'est un mot obus, c'est un mot qui est difficile à récupérer par le greenwashing des entreprises qui ont récupéré beaucoup de choses, mais celui-là, elles ont quand même du mal avec celui-là. Il se laisse difficilement récupérer. Eh bien, ce mot obus, il permet d'une certaine manière d'essayer de penser autrement, au fond quoi ? Eh bien, l'idée qu'il nous faut avoir d'autres objectifs que celui de la croissance économique comme alpha et oméga de l'organisation de nos sociétés. Parce que on a été un tout petit peu vite tout à l'heure, je pense, mais c'est l'organisation générale qui le veut, mais on a été un petit peu vite dans le moment de l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, il faut comprendre que la croissance économique, au départ, c'est un indicateur de moyens et vraiment, il est devenu une finalité des sociétés entre elles. Et cette bascule d'un indicateur de finalité, comme le disait un ancien président de la République, la croissance économique, j'irai la chercher avec les dents. Donc cette idée que vraiment ça devient l'alpha et l'oméga de l'ensemble des politiques publiques. Si vous ne savez pas pourquoi vous vous levez le matin, eh bien c'est pour produire des points de croissance supplémentaires. On voit que là, on est dans un imaginaire totalement croissantiste, totalement économiciste, et qui est, selon en tout cas Timothée et moi aussi, totalement incompatible avec des objectifs de finalité de la société qui sont d'être en capacité de vivre ensemble sur une planète qui sera encore vivable et donc d'une certaine manière désirable. Et donc la vraie question qui se pose chez les économistes, puisqu'au fond nous sommes 3 économistes ici et qui peut nous diviser en quelque sorte intellectuellement, c'est la question du découplage, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible d'avoir de la croissance économique et dans le même temps d'avoir une réduction
drastique de nos émissions de gaz à effet de serre, de notre empreinte écologique, de notre empreinte sur la biodiversité, etc., etc. Est-ce qu'on est capable d'avoir les deux à la fois? Eh bien, encore une fois, je redis, et ça vous permettra de lire l'actualité, je redis, celles et ceux qui pensent que c'est capable font le pari de la technologie et disent c'est la technologie qui va nous permettre de régler ce qu'on appelle le découplage, hein. C'est-à-dire à la fois qui nous permettra de nous enrichir et dans le même temps de réparer les dégâts, de décarboner l'économie, de réparer la biodiversité et éventuellement, alors c'est un petit peu moins clair, mais peut-être aussi de permettre le vivre ensemble. Et donc ça c'est d'un côté. Et de l'autre, un certain nombre dont je suis qui disent mais il nous faut un triptyque, intensification certainement, en tout cas un meilleur rendement énergétique, des technologies sobres, et il nous faut aussi la sobriété. Et c'est intéressant parce que la notion de sobriété, je suis invitée très très souvent dans des conférences et je vais aussi en écouter beaucoup en tant qu'auditrice. La question de la sobriété, même un débat qui puisse porter sur croissance-décroissance aujourd'hui, il y a encore 5 ans, ça aurait été impossible dans une instance comme celle-ci. Je vous donne mon ticket, il suffit d'aller d'aller visiter le musée, vous verrez la perspective très croissance verte au mieux qu'il y a dans ce musée. Mais on voit que les choses bougent et que la sobriété, elle devient un impératif. Et donc je vais juste dire un petit point pour terminer, c'est que la sobriété, si elle n'est pas choisie, elle va être imposée. Et évidemment, dans ce cas-là, il ne s'agit plus d'un projet désirable. Et si elle est imposée, alors la démocratie sera en danger, évidemment. Donc la question, elle se pose de savoir comment articuler à la fois un meilleur rendement technologique, parce qu'il en faudra aussi, mais comment aussi il faudra réorganiser les sociétés pour à la fois réorganiser socialement les sociétés pour faire décroître ce qui est nuisible en matière d'émissions de gaz à effet de serre et d'empreinte écologique, mais qui est aussi nuisible en matière de biodiversité, parce qu'on a tendance à trop mettre sous le tapis cette question qui est absolument essentielle, et puis qui est nuisible aussi dans notre capacité à vivre ensemble. Et là, ça engage des choses qui vont bien au-delà de simplement la réorganisation de l'économie. Alors, je voudrais faire réagir Kathleen Schubert à tout cela. Merci. Je pense que la décroissance, ça ne peut pas être un projet de politique publique pour une économie comme la France, par exemple. Ça ne peut pas être un projet de politique publique parce qu'il n'y a pas de support social pour ça, en réalité. Donc, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la croissance, c'est quand même l'augmentation des revenus. Il n'y a pas de support social en majorité dans un pays comme la France et dans les autres pays européens ou développés pour la décroissance. Donc ça, c'est parfaitement clair. Il suffit de voir maintenant les discussions à propos du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui se passe dès que le pouvoir d'achat est un petit peu amputé? Bon. Donc ça ne peut pas être un projet de politique publique pour ce manque de support social, mais aussi parce que ça ne peut pas être le fait d'un seul pays. Qu'est-ce qui va se passer si la France disait « Ok, maintenant, notre objectif politique, c'est la décroissance ». Ça ne peut pas marcher dans un pays, dans un pays ouvert au reste du monde. C'est juste pas possible, en fait. Donc, ce qui ne veut pas dire que je pense qu'il n'y a pas besoin de sobriété, bien sûr, mais c'est très différent pour moi. Donc, je pense que là où je suis complètement en désaccord avec vous, c'est que je pense qu'on n'a pas sérieusement essayé encore par la politique économique à réellement faire advenir une économie circulaire, faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. On l'a pas vraiment fait, en fait. La politique climatique, elle est très faible en réalité, à la fois en Europe, et encore en Europe, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau mondial, mais elle est encore très faible. Donc, on n'a pas sérieusement essayé de régler le problème par la politique climatique, à mon avis. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Peut-être que ça ne suffira pas, parce que c'est vrai qu'agir sur l'offre, faire de la technologie, faire de l'efficacité énergétique, peut-être que ça ne suffira pas. Donc, il faut aussi probablement, en effet, agir sur la demande. Il y a des endroits où il faut être sobre. Mais être sobre, ça ne veut pas dire diminuer toute la consommation. Ce qu'il faut, c'est diminuer la consommation qui est intensive, en fait, en énergie fossile et émettrice de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que l'énergie fossile, il y a la viande aussi, par exemple. Passer à des régimes végétariens, ce serait évidemment extrêmement favorable. Donc, là, je pense qu'il y a une certaine zone de dose de sobriété qui est probablement indispensable, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire baisser toute la consommation. Pour moi, ça n'est pas du tout la même chose. Il faut substituer à l'intérieur il faut changer de mode de vie, très probablement, et substituer à l'intérieur de ce qu'on consomme les biens très intensifs en énergie ou en gaz à effet de serre par d'autres biens
Et donc, c'est très difficile. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est facile. Ça demande des changements structurels profonds, mais je ne suis pas du tout persuadée que ça se traduise par forcément une décroissance et un déclin à long terme des économies. On peut très bien produire autre chose, consommer autre chose, tout en continuant à avoir les revenus qui augmentent, je pense. Mais j'en sais rien, vous non plus. Enfin, c'est des paris sur le futur, évidemment. Voilà. Timothée Paré, qu'on a justement entendu le mot démocratie à l'instant, on a vu que quand il y a eu des mesures, alors je prends un exemple tout bête, mais qui parlera à tout le monde, celui de la taxe carbone, il y a eu des gilets jaunes, des protestations très fortes. C'est vrai, quand on parle de diminuer le pouvoir d'achat des Français ou de fermer certains sites de production qui peuvent être polluants, etc., il peut y avoir aussi des mouvements sociaux parce que les gens veulent que leur activité soit maintenue, que leur pouvoir d'achat soit maintenu, que leurs enfants puissent avoir plus de revenus qu'ils n'ont eu eux-mêmes, etc., etc. Et du coup, la question toute simple, c'est est-ce que la décroissance, c'est possible en démocratie? Et si oui, comment? Déjà, on peut comparer par exemple l'histoire de la taxe carbone en France et l'histoire de la taxe carbone en Suède. La Suède a une taxe carbone depuis les années 90, une taxe carbone qui aujourd'hui on considère un petit peu comme la Ferrari des taxes carbone au monde, hein, à plus de 120 € la tonne. La taxe carbone qu'on adorerait avoir en France. C'est une drôle d'analogie, Ferrari et taxe carbone. Enfin, en tant qu'économiste, quand on regarde la taxe carbone en Suède, on salive, quoi. C'est une belle taxe. C'est un beau bébé. Mais ça consomme pas mal, les Ferrari, c'était pour ça. C'est vrai. La taxe carbone suédoise, si elle a réussi justement à être acceptée socialement, c'est parce qu'il y a eu tout un design de concertation interindustrielle, gouvernementale. On peut imaginer, et d'ailleurs on l'a fait en France, la Convention citoyenne pour le climat a donné lieu à des propositions que moi j'ai trouvées quand c'était sorti qui étaient vraiment radicales, qui pour moi nous auraient engagé vraiment dans la prochaine étape, une véritable transition écologique, bon, qui ont été diluées, donc là c'est un autre problème de design, mais je ne pense pas qu'on soit face à un problème d'acceptabilité sociale du contenu. Je pense qu'on a un grand problème de forme. Comment organiser cette grande discussion de aujourd'hui? Et moi, je suis en désaccord avec le constat. Donc, ce n'est pas le pari sur l'avenir, c'est-à-dire le constat sur le passé. C'est-à-dire que sur le carbone, on a vu des phénomènes de découplage dans une poignée de pays au monde, donc des découplages absolus, donc le nombre de tonnes qui baisse par an. Mais même dans un pays comme la Suède, on n'a jamais vu des taux de réduction annuels compatibles avec les trajectoires d'atténuation du changement climatique que nous demandent les scientifiques du GIEC. Et ça, c'est que pour le carbone. C'est-à-dire que vous disiez, on peut produire autre chose. Le problème avec la stratégie du produire autre chose, c'est qu'on peut produire autre chose, mais on ne pourra jamais produire cette autre chose qui ne demande pas de sol, d'eau, de matériel et d'énergie. Donc en gros, on peut bien sûr faire moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable, mais donc on va diminuer l'empreinte carbone et on va augmenter l'empreinte matière, parce que les kilowatts renouvelables demandent 6 à 10 fois plus de matériaux que les kilowatts fossiles. De la même manière, en augmentant l'empreinte matière, on va augmenter l'empreinte hydrique, parce que ça demande énormément d'eau d'aller extraire ces matériaux. Et donc là, en fait, on se rend compte que de la perspective de l'économie écologique, et ça, ce n'est pas seulement une idéologie, hein, c'est une analyse historique qu'on peut faire avec les indicateurs aujourd'hui, les indicateurs des limites planétaires, la France, donc avec toutes ces pressions sur l'environnement, n'a jamais vraiment réussi à tout faire baisser d'un coup. Donc moi, je ne pense pas que dans les années qui nous restent justement pour faire ce grand régime que nous demandent les scientifiques, avec des objectifs très clairs. Donc ils nous demandent, il faut faire X% de moins par an pour l'eau, pour la biodiversité, pour les sols, pour le phosphore, pour la matière, pour les métaux, pour le carbone. Et nous, les économistes leur disent, non mais regardez, on a déjà fait 10% du chemin sur le carbone, donc vous inquiétez pas, tout va être réglé. Tout n'est pas réglé, et je pense que si l'on applique vraiment la stratégie de la sobriété au niveau de la consommation, qui serait complètement inutile si elle ne s'allie pas avec un procédé aussi de renoncement de production, ça sert à rien de consommer moins d'un côté si on produit plus de l'autre. Donc on va devoir avoir la même discussion qu'on a pendant les pénuries d'électricité en ce moment, de se dire, voilà, quelles usines est-ce qu'on va ralentir? Quels biens et services est-ce qu'on va accepter de produire moins? Un autre détail qui est extrêmement important quand on parle de pouvoir d'achat. Déjà, le pouvoir d'achat, il faut toujours le mettre en relation avec les inégalités. C'est-à-dire que si vous faites décroître le pouvoir d'achat des 3 déciles supérieurs en France, vous n'allez pas vous retrouver avec une baisse de l'espérance de vie, une augmentation de la pauvreté, du mal logement. Rien ne va changer. Donc là, on voit déjà qu'on a dans un pays comme la France, avec énormément de richesses accumulées, mais aussi avec énormément d'inégalités, ça nous donne une petite carte joker
qui est celle en fait d'un meilleur partage des ressources disponibles qui va nous permettre d'amortir d'une certaine manière la décroissance, potentiellement où on pourrait juxtaposer donc une décroissance, par exemple des heures de travail dans les secteurs en déclin pour les bas salaires, avec une revalorisation de ces salaires pour justement que leur pouvoir d'achat augmente alors que même que le revenu national diminue. Ça, on peut le faire parce qu'on sait justement, quand on calcule le revenu national, qu'il y a à peu près un surplus de 44% entre le revenu national réel existant et ce revenu national qui serait nécessaire s'il était équitablement partagé pour satisfaire les besoins de toute la population française. Timothée Paric, bientôt on va aussi donner la parole à la salle. Florence, Jannick, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Et je me permets juste une remarque que je voulais vous faire, c'est que la France, d'ailleurs comme la Suède, ne vit pas en vase clos, elle vit dans un monde où on le voit, les autres pays bien plus grands que nous d'ailleurs. Je pense deux exemples, la Chine et les États-Unis, des inégalités hors normes par rapport aux nôtres, une pollution hallucinante par rapport à la nôtre, etc. Enfin, l'idée de faire de la décroissance alors que les autres continueraient à être dans le schéma classique paraît à certains observateurs utopique. Hein, parce qu'il y a toujours cette idée que dans la chaîne de production mondiale, finalement, pour une entreprise, fût-elle française, elle peut mettre ses usines ailleurs, etc., délocaliser les emplois. Et donc, on pourrait se retrouver avec un pays, certes vertueux sur le papier, mais qui en même temps s'appauvrirait relativement aux autres nations. Hein. Et donc, je voulais que vous abordiez, si vous le voulez bien, ce sujet, même si vous aviez peut-être d'autres remarques à faire. Oui, je vais les aborder avec beaucoup d'intérêt. Je voulais simplement répondre à Kathleen Schubert que sur un point, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est l'idée selon laquelle ce processus de transformation radicale auquel nous allons être confrontés, qu'on le souhaite ou non, et donc il vaudrait mieux qu'on le désire plutôt qu'on y fasse face de manière peut-être antidémocratique, ça nécessite d'être couplé à la question des inégalités. De toute évidence, quand vous évoquiez la question des gilets jaunes, on ne réglera pas la question écologique sans régler concomitamment la question des inégalités. Et les inégalités, c'est à la fois les inégalités et puis le sentiment d'injustice qui est évidemment porté du fait, encore une fois, des démesures et en particulier du fait, par exemple, que finalement, ce sont les 10%, ça répondra un tout petit peu aussi à la question peut-être Chine, États-Unis, etc. Ce sont les 10% les plus riches qui, en gros, émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc qui est responsable de ce qui est en train de se passer? Certainement pas les pays africains, certainement pas la plupart des pays d'Amérique latine, et donc plutôt les pays, enfin largement et de toute évidence les pays occidentaux, et donc c'est la raison pour laquelle on pense la question sous cet ordre-là, sous cet angle-là. Faut-il faire de la décroissance? Moi, c'est pas mon projet faire de la décroissance. Je pense que la décroissance, ça doit être un moyen, mais un moyen qui sera un peu inévitable, en tout cas la sobriété, donc ralentir dans certains secteurs d'activité, enfermer de toute évidence, mais un moyen pour se projeter dans un autre projet de société. Pas dans tous, alors. Hein. Alors, sans doute pas dans tous. On aura besoin du secteur de la santé, de l'aide à domicile auprès des personnes âgées dépendantes, de l'éducation. Je parle un peu pour ma paroisse peut-être, mais on aura besoin quand même d'un certain nombre de secteurs d'activité qui produisent du lien, qui permettent de penser aussi l'avenir. Peut-être quand même aussi secteur des énergies renouvelables, le maraîchage bio de proximité, etc., etc. Donc, il va y avoir des secteurs d'activité qui, de toute évidence, vont être amenés à se déployer, de toute évidence. Mais la question se pose de savoir finalement si quel est ce projet de société. C'est pas à nous de le dire en tant qu'experts. Franchement, c'est outrepasser nos droits. Et donc, il me semble que c'est là où il manque d'espace un peu démocratique qui permettent de penser finalement quels sont nos besoins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le Covid, il y avait un sociologue qui vient malheureusement de décéder, qui s'appelle Bruno Latour, et qui proposait qu'il y ait des concertations un peu partout en France pour réfléchir un peu à ce qui était absolument nécessaire et utile et qui était un peu le fruit de la réflexion liée à l'après-Covid. Qu'est-ce qui a été vraiment, de quoi avez-vous vraiment eu besoin pendant cette période? Qu'est-ce que vous pensez
qu'on pourrait, enfin, à quoi pensez-vous que nous pourrions renoncer? Et je pense que c'est ce type de débat qu'il faudrait essayer de monter de manière démocratique, un peu comme la Convention citoyenne, qui, à mon avis aussi, était une forme de miracle démocratique, comme le disait de manière malicieuse Gaël Giraud, pour essayer de penser à une autre finalité de société que cette idée de démesure de l'expansion pour l'expansion. Et j'en viens, juste dernier point sur la question que vous me posiez sur l'international. De toute façon, il va falloir, dans un projet de sobriété, il va falloir relocaliser. Dans un projet de société, il y aura des besoins massifs de création d'emplois dans un certain nombre de secteurs, mais il y aura aussi des besoins inutiles et donc sans doute qu'il faudra se séparer d'un certain nombre de secteurs d'activité. Et donc il y aura toujours de l'activité. Hein. Quand on dit sobriété, ça ne veut pas dire tout d'un coup on s'arrête de tout faire. Simplement, il faut réorganiser la société autrement. Et là où je suis d'accord aussi avec Kathleen Schubert, c'est que je pense que ça nécessite de réinventer toutes nos institutions. Il n'y a pas une institution qui soit aujourd'hui en capacité d'absorber les chocs écologiques et les chocs sociaux que nous allons absorber dans les 30 prochaines années. De toute évidence, c'est clair. Et donc, voilà, rénover de manière centrale, ça veut dire aussi injecter de l'enseignement de l'économie écologique dans les filières universitaires et dès le lycée. Ça veut dire faire penser autrement les filières des ingénieurs et des écoles de commerce autour de ces questions. Enfin bref, tout est à revoir en fait, tout est à revoir. Et je pense qu'on n'y prend pas du tout si vous me permettez, et on va passer très vite à l'échange avec ça, j'ai une toute dernière question pour Kathleen Schubert, qui est très simple, c'est que dans le cadre de mon travail de journaliste, je voyage beaucoup. Et quand on va dans certains pays d'Asie, notamment, qui sont aujourd'hui en croissance, par exemple la Chine, ils vous disent, eh ben nous, on s'est mis au modèle occidental et on a sorti des millions de personnes de la pauvreté depuis 30 ans. On commence enfin à avoir les mêmes voitures que vous, à avoir le même mode de vie que vous. On est ravis de manger régulièrement au restaurant, notre bien-être a augmenté, etc., etc. Et vous arrivez, vous, en Occident, et vous nous dites, bah, maintenant, la fête est finie, en fait. Au moment où vous êtes arrivé là où on en est à peu près, on vous explique que bon, bah, en fait, il serait bien de décroître parce que les Occidentaux ont, j'allais dire, cramé la caisse, mais on jouit pendant des années, etc. Et maintenant, c'est terminé. Voilà. Alors, je voudrais juste que quelqu'un d'entre vous réagisse à ça, parce que c'est un vrai discours qu'on entend dans énormément de pays quand on voyage en Chine, en Indonésie, etc. Ben, je pense qu'ils ont raison, c'est vrai, c'est juste vrai. Les Occidentaux, en effet. Alors, ils ne savaient pas. Enfin, on n'a pas fait exprès de brûler les énergies fossiles pour accumuler des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Enfin, on a su assez vite quand même. Hein, mais bon, au début, au moment de la révolution industrielle, on ne savait pas. Voilà. Mais donc. Enfin, j'imagine que vous êtes aussi sur cet angle-là. Quand on parle de décroissance, c'est pas pour les pays africains, c'est pas pour les populations pauvres, évidemment, parce que quand même, moi, j'aurais vraiment honte, effectivement, de dire aux Africains, les gars, maintenant. Non, mais pour la Chine, par exemple, ça va. Alors, la Chine, c'est un petit peu plus complexe parce que la Chine, en effet, a moins de responsabilités historiques, mais maintenant a des niveaux d'émissions très élevés, non pas par tête, mais globalement. Hein. Et donc, je pense que la solution n'est pas du tout de leur faire la morale, on ne peut pas. Enfin, mais la solution, ce serait probablement d'aider la Chine ou l'Inde ou l'Afrique à sauter les étapes technologiques vraiment très, très sales, quoi. Ce serait ça, enfin, sortir du charbon le plus rapidement possible en aidant à produire avec d'autres technologies, des choses comme ça, parce que effectivement, on peut guère, enfin, c'est tout le problème des pertes et préjudices et des dommages subis par ces pays. On ne peut pas leur faire des leçons de morale sur le fait que maintenant, pour eux, la fête est finie, enfin, je pense. Ouais. Un petit commentaire, quand on parle d'écologie, il faut vraiment avoir en tête que c'est une question de partage. C'est-à-dire que là, les scientifiques nous disent, pour éviter un réchauffement du climat, nous pouvons nous permettre d'émettre X nombre de tonnes. Donc ça veut dire qu'on a un budget carbone global et qu'il va falloir le partager. Aujourd'hui, le partage, et on a déjà parlé des chiffres, donc la moitié la plus pauvre de l'humanité utilise moins de 10% de ce budget carbone, les 10% des plus riches en utilisent la moitié, ce qui nous donne des empreintes carbone par an par habitant aux alentours de 0,5 dans les pays les moins riches, et aux alentours de plus 20 pour les populations les plus riches des pays les plus avancés. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est
OK avec cette allocation. Je pense qu'assez facilement, on peut se rendre compte que non, les barils qu'on peut se permettre d'émettre, il faudrait mieux les émettre dans les pays qui ont les plus grands besoins en développement. Comme ça, ils vont pouvoir produire, consommer des routes, des choses comme ça, plutôt que les utiliser à Paris pour passer d'une voiture normale à une voiture un peu plus lourde, ou pour passer d'une voiture normale à une voiture un peu plus lourde, 2 fois plus qu'on le faisait avant. Donc là, il y a le concept, moi, que j'aime beaucoup, de mode de vie impérial des nations déjà riches. Et là, quand on parle du carbone, on peut toujours se dire, oui, mais OK, d'accord, maintenant, ce sont certains pays comme la Chine qui représentent statiquement la plus grande. Oui, ça, c'est vrai. Il y a toujours une question sur les émissions historiques. Les pays aux revenus sont responsables de 92% du changement climatique aujourd'hui. Donc là, au niveau de la dette climatique, ça refroidit un petit peu la discussion sur la responsabilité actuelle. Mais il faut regarder aussi les matériaux. Donc l'empreinte matière, depuis les années 70, 74% des matériaux, biomasse, métaux, minéraux, extraits à l'échelle de la planète, ont été utilisés pour la consommation des pays à revenus, qui eux-mêmes représentent moins de 20% de la population mondiale, avec moins de 1% qui ont été utilisés dans les pays les plus pauvres. Donc là aussi, on a un partage qui peut être considéré comme inégal. Et aujourd'hui, enfin moi c'est l'argument que je défends en tout cas, la décroissance qui est organisée que dans les pays qui sont en fort dépassement et surtout dans les pays qui sont en fort dépassement depuis longtemps, donc qui ont utilisé leur dépassement pour accumuler assez de richesses et donc qui peuvent se permettre aujourd'hui de décroître, c'est une stratégie justement pour libérer une marge de manœuvre écologique qui va être déterminante pour l'éradication de la pauvreté dans les pays du Sud. Merci. On va passer aux questions de la salle. Je suis sûr qu'elles vont être très nombreuses. Aurélie, vous passez le micro. Merci. Monsieur. Oui, merci. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais juste en rajouter une parce qu'on en entend souvent parler, c'est la question de la démographie et de l'augmentation de la population. Alors, qui voudrait répondre ? Florence Giannicatrice, je vois oui, que vous levez votre micro. C'est vrai que la démographie est parfois présentée comme étant l'un des éléments de pression sur les enjeux écologiques de la planète. Et d'ailleurs, il y a quand même peu d'écologistes qui, dans l'histoire, même pas René Dumont, qui le refusait. La seule question, c'est de savoir si au fond, on ne va pas arriver à une sorte de pic de croissance démographique. Là, on est à 8 milliards environ. En général, les projections disent, elles peuvent avoir tort, mais qu'on ira à 10, 11 milliards. Et dans tous les cas, plus les populations sont riches économiquement et plus la fécondité est en baisse. Et donc, d'une certaine manière, c'est plutôt... c'est pas là qu'est le véritable problème, en quelque sorte. Ça peut être un élément de pression supplémentaire. On le voit d'ailleurs dans les courbes des empreintes écologiques, mais c'est pas l'élément central qui doit nous empêcher d'avancer. Et par ailleurs, bon, on voit aussi quel a été l'impact de la politique de l'enfant unique en Chine sur la déliquescence de la structuration de l'institution première qu'est la famille là-bas. Et donc, voilà, si on veut rester des pays démocratiques, c'est quand même compliqué de dire injonction à réduire la démographie. Voilà, je pense que, enfin, moi j'en suis là, en tout cas, dans ma réflexion sur cette question. Et je pense que celles et ceux qui aujourd'hui mettent ça en avant, souvent, c'est pour pas regarder ailleurs, quoi. C'est pour éviter de regarder là où sont les plus grosses pressions. Il y a un terme qu'on n'a pas utilisé aussi, je pensais que vous alliez évoquer ça, qui est le terme d'anthropocène ou de capitalocène, quoi. C'est l'idée selon laquelle aujourd'hui c'est l'homme qui est le premier responsable de la transformation visible dans la géologie, quoi, vraiment dans ce qui se passe géologiquement sur la planète. Et lorsque ce terme d'anthropocène est arrivé, quelques-uns, dont Malm, ont évoqué l'idée d'un capitalocène, c'est-à-dire c'est pas tous les individus, comme le disait tout à l'heure Timothée, c'est pas tous les individus qui ont une empreinte très forte sur la planète, ce sont quelques individus, et c'est peut-être aussi une organisation du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, et c'est peut-être aussi la responsabilité du capitalisme de nous avoir menés là où on est aujourd'hui. La question qui se pose, c'est peut-on avoir de la décroissance, je la pose parce que je ne sais pas si vous le ferez, peut-on avoir de la décroissance
dans le capitalisme. Et ça, c'est une question absolument abyssale, mais qui demanderait que je vous demande une disserte de 3 heures. Bon, on refera une rencontre alors. Je peux en profiter pour glisser une référence, un livre d'Emmanuel Pont, Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? C'est vraiment le meilleur livre qui est sorti cette année justement sur cette question qui pour moi arrive vraiment à défendre l'idée que la démographie est aujourd'hui ni un problème ni une solution. Donc la réponse est non, au titre du livre, on est d'accord? Oui. Non mais parce que plus besoin de l'acheter, mais c'est ça. Alors, Bonjour. Mademoiselle. J'avais une question par rapport à l'approche conceptuelle que vous avez eue au tout début sur la richesse, les revenus. Que pensez-vous de la comptabilité multicapitaux ou extra-financière qui vise justement à inclure d'autres indicateurs dans la définition de la richesse et de la croissance? Kathleen Schubert, peut-être? J'ai pas d'avis. Enfin, je pense que c'est important, que c'est très important d'inclure d'autres indicateurs, mais c'est pas quelque chose que je connais très bien. Donc peut-être Florence, tu peux plus. Ou Timothée Paré, peut-être. Moi, ce que je dirais, c'est déjà, c'est marrant de l'appeler la performance extra-financière. Comme quoi, il y avait la performance financière et on regardait en périphérie, et on appelle ça les comptes satellites, ce qui se passe autour. On devrait plutôt parler de performance extra-écologique. La performance financière devrait être considérée comme un satellite de la santé de la planète, de la même manière comme l'économie devrait être encastrée dans la santé des écosystèmes, parce qu'un organe ne peut jamais prospérer dans un corps mourant. Aujourd'hui, on a des économies qui prospèrent au sens de la comptabilité nationale, mais dans un monde écologique qui meurt. Donc, moi, j'aime beaucoup cette approche de se dire, eh ben oui, en plus de la performance financière, on va inclure des performances sociales et des performances écologiques. Ça, on le fait depuis longtemps. La grande révolution aujourd'hui, c'est la hiérarchisation de ces 3 comptes. Moi, je suis pour une concentricité de se dire la performance écologique, c'est la première. Si vous avez un projet, quel qu'il soit, qui n'est pas écologiquement soutenable, game over. Même si vous avez des taux de lucrativité de dingue, si vous n'avez pas le feu vert écologique, ça ne marche pas. Si vous avez le feu vert écologique, vous passez à la deuxième barrière. Il faut une utilité sociale. Si votre projet, même s'il est soutenable, n'a aucune utilité sociale, la publicité par exemple, no go, game over. Et une fois que vous avez validé une soutenabilité écologique et une désirabilité sociale, une utilité sociale, là on se pose la bonne vieille question des économistes et des comptables, la viabilité économique. Mais aujourd'hui, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une économie sous contrainte financière où l'écologique et le social dépend du financier, alors aujourd'hui, la révolution comptable et aussi réelle consiste à complètement inverser ce schéma. Alors, moi, je voudrais faire réagir Florence Gianni-Catrice. Là, on a entendu un discours qui est très radical et qui, pour être très honnête, est absolument pas suivi dans aucune entreprise. En revanche, les entreprises, ce qu'elles racontent aujourd'hui, et peut-être ça vaut le coup de creuser aussi, hein, elles disent on a des objectifs RSE, etc. Peut-être on peut parler de ça, mais je n'étais pas en train de donner mon avis hein, sur ce que. Mais je dis juste, voilà, il y a la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les conseils d'administration des entreprises, il y a très peu de Timothée Paré qui sont écoutés et très peu d'entreprises qui se disent je vais me mettre une grille de no-go qui est en fait tellement ambitieuse que finalement, elle détruirait certainement l'objet social d'une grande partie d'entre elles. Oui, alors je prolonge la discussion. Merci beaucoup pour votre question déjà. Au fond, c'est très séduisant la proposition de Timothée Paré, mais en l'état des outils, tout est discutable et tout est mettable sur la table parce que on ne sait pas ce que c'est qu'une activité à utilité sociale. C'est quelque chose qui est en permanence. Je travaille sur le projet Territoire zéro chômeur de longue durée qui précisément normalement ne doit se développer que sur les activités à utilité sociale. C'est tout le temps en permanence remis sur l'établi pour savoir ce que ça signifie que d'utilité sociale. Mais tant mieux d'une certaine manière. Tant mieux parce que ça évite le pilotage automatique qui était un petit peu séduisant, écologie, puis social, puis économique, peu importe à la limite la hiérarchie, et qui en fond empêche les gens d'avoir un projet politique. Et donc le mieux, c'est de mettre sur la table quels doivent être les objectifs. Donc je suis peut-être encore plus radicale. Quels doivent être les objectifs, comment les codéfinir, par qui. Donc il faudrait repenser aussi l'entreprise de ce point de vue-là avant de penser les indicateurs qui vont permettre de piloter l'entreprise. Donc peut-être être dans la codétermination
ce que propose Isabelle Ferreira, proposer aux salariés d'être beaucoup plus dans le conseil d'administration qu'ils ne le sont aujourd'hui pour rester dans l'euphémisme, et puis penser vraiment penser ces indicateurs de manière concertée. Et je pense que même sur la question de la soutenabilité écologique, les entreprises ne savent pas véritablement, même si là les comptabilités ont avancé. Et je voudrais dire juste une deuxième chose, c'est que là où il y a des avancées peut-être plus radicales que les indicateurs dits extra-financiers, que je contesterai pour un peu les mêmes raisons que Timothée, c'est les comptabilités comme la comptabilité CAR, c'est-à-dire des comptabilités qui, au sein même de leur comptabilité, essayent de tenir compte de la question écologique et pourquoi pas même de la question sociale. Pour l'instant, il n'y a que des expérimentations, c'est mis en place par Jacques Richard et Rambaud, etc. Mais elle me pose un problème fondamental et ça me permet de revenir sur les indicateurs alternatifs, juste sur un tout petit point. Elle me pose le problème fondamental suivant, c'est que dans ce type de comptabilité, on vient affecter une valeur monétaire à tous les impacts. C'est-à-dire les impacts économiques sur lesquels la valeur économique est connue. Bon, la valeur monétaire, on l'a déjà, mais on vient en gros essayer d'affecter un prix à quelque chose qui n'en a pas. Un prix à la dégradation écologique, un prix à la dégradation sociale. Et là, ça me pose un problème absolument intellectuel et théorique, au fond, parce qu'à partir du moment où on utilise le langage de la monnaie pour rendre compte des valeurs qui ne sont jusqu'ici pas monétarisées, alors on fabrique de la comparabilité entre une dimension économique, une dimension sociale et une dimension écologique. On fabrique de la comparabilité et donc on admet l'idée que l'un peut compenser l'autre. On va faire un peu plus de chiffre d'affaires et ça va compenser la dégradation écologique qu'on a eue. Et ça, c'est le problème à la fois de la comptabilité, car à mon avis, même s'ils me contesteraient sur ce point s'ils sont dans la salle, et c'est aussi le problème de toutes ces comptabilités type PIB vert, en fait, au niveau national, macroéconomique, qui disent il suffit de donner un prix à des choses qui n'en ont pas, et puis donc on va en tenir compte, on en tiendra plus compte si on leur donne un prix, mais ce faisant, au fond, on reste dans un imaginaire que les choses sont compensables entre elles et que les irréversibilités sont impensées. C'est ça le point central. Donc, pourquoi pas les comptabilités extra-financières ou les indicateurs extra-financiers, mais c'est souvent pas ça qui transforme durablement et de manière drastique les comportements des entreprises, et c'est dommage. Je vous relance une dernière fois tous les deux, mais vous, du coup, vous ne connaissez aucun exemple vraiment pleinement satisfaisant. Par exemple, une entreprise, un fonds, un État qui aurait fait une comptabilité différente, mis des indicateurs en place différents, qui soient pleinement satisfaisants. On a l'impression que vous êtes très critique de ce travail-là pour le moment ici. Ce qu'on peut apprendre en regardant une petite vidéo en ligne sur le site de cette même institution sur l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on a des nouveaux statuts d'entreprise, comme par exemple les SCIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, il y en a quand même plusieurs milliers en France, et, qui ont justement la raison d'être au centre de l'entreprise, une gouvernance horizontale multipartie prenante, qui est, moi je suis d'accord avec Lance, l'utilité sociale, elle ne peut naître pour chaque projet de manière unique qu'à travers une discussion entre parties prenantes, les représentants des consommateurs, de la municipalité locale, des travailleurs, des propriétaires de l'entreprise, tout le monde discute et on se dit on préfère faire ça plutôt que ça. Et surtout si on a un budget écologique limité, on préfère faire ça avant et ça on le met plutôt après. Et donc ça, les SCIC aujourd'hui pour moi sont un modèle sur lequel on pourrait s'aspirer, les milliers de SCIC qui existent, et même la logique dans les territoires zéro chômeur de durée, et les coopératives à but d'emploi, les activités qui en ressortent, pour justement transformer les entreprises existantes qui ont du mal à le faire. Il y a des exemples. Il y a quelques semaines, il y a eu Patagonia, qui nous a fait une grosse sortie de capitalisme, d'une certaine manière, en dédiant justement l'intégralité de sa raison d'être à la reconstruction écologique. Donc on voit que il y a quand même une grande entreprise qui souhaiterait le faire. Un commentaire là-dessus, ça vous a paru une bonne initiative une bonne initiative, ça aurait été génial s'il l'avait fait dès le départ, au lieu d'attendre de créer une et la fin. Enfin, il aurait pu ne pas le faire du tout. Il aurait pu ne pas le faire du tout. Mais vous savez, moi je suis assez pragmatique aujourd'hui. Quand on regarde la feuille de route, elle nous arrive des scientifiques, des biologistes, des climatologues, des hydrologues qui nous disent voilà les trucs à faire. Donc moi je ne donne pas des bons points
à l'entreprise qui crée un responsable RSE et qui change les gobelets en plastique de sa cuisine. Je dirais, les gars, il faut leur parler, leur dire, écoutez, là, c'est bien, vous avez fait, c'est comme vous commencez un régime, vous voulez perdre 10 kilos, bah, vous avez perdu 1 gramme en 10 ans. Je ne vais pas vous regarder dans les yeux, vous faire, c'est bien, vous allez dans la bonne direction. Non, non, vous n'avez rien fait. Donc, tout ce que vous avez entrepris, franchement, je serais vous, j'essaierais d'autres trucs. Là, donc, on en est là, mais il ne faut pas regarder non seulement l'ESS et un vivier vraiment presque infini d'initiatives radicales, aussi radicales que les idées qu'on discute ici de municipalisme libertaire, d'éco-socialisme, d'économie du bien commun, d'entreprise post-croissance, toutes ces choses-là. Moi, on peut trouver des exemples et on peut aussi les trouver dans d'autres pays. Moi, je m'inspire beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. On a parlé du pouvoir d'achat, mais on n'a pas parlé du pouvoir de vendre. Ça, c'est deux choses différentes qui sont toujours… et une partie de la croissance, c'est pas seulement l'augmentation volumétrique des biens et services, mais c'est l'augmentation des biens et services à travers la marchandisation. C'est-à-dire transformer des choses qui avant n'étaient pas marchandises en marchandises qui vont être commercialisées et donc vont alimenter le circuit de la croissance alors qu'avant, elles en étaient en dehors. De la même manière, quand on démarchandise quelque chose, on prend quelque chose qui était une marchandise et on dit ça maintenant, ça va être un commun, et là aussi, en fait, on va perdre une croissance actuelle, une croissance potentielle, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. L'exemple, l'immobilier. Vous prenez la ville de Vienne, en Autriche, où vous n'avez pas d'immobilier à but lucratif. Alors, ça paraît ultra bizarre. C'était un choix qui a été fait pendant la reconstruction, où 60% des bâtiments aujourd'hui qui ont été construits donc, par l'État, c'est du logement social, donc prix contrôlé, pas d'appropriation du surplus, réinvestissement systématique dans le logement, et le reste, les 40%, c'est des associations à but non lucratif ou à lucrativité limitée, où légalement, un petit peu comme les SCIC, vous n'avez pas le droit d'approprier individuellement le surplus de cette activité dans la logique de se dire que le logement, en fait, c'est tellement un besoin de base qu'on voudrait forcément que tout surplus dégagé dans le logement reste dans le logement pour que ça puisse améliorer. Résultat, Vienne, en Autriche, c'est les loyers des villes européennes les plus bas de l'Union européenne. C'est aussi la qualité de le logement le plus haut. Donc, si on transformait Paris, l'immobilier à Paris avec l'immobilier à Vienne, on verrait en fait une perte énorme de croissance potentielle parce qu'on viendrait démarchandiser en fait une partie de ce domaine, mais on n'améliorerait en fait pas le pouvoir d'achat, mais le pouvoir de vivre. Donc, vous auriez accès à un appartement à Paris à, je ne sais pas, la moitié du prix actuel. Et donc, si je venais baisser votre salaire de 30%, et on va dire que la totalité de votre salaire partait dans justement la dépense de loyer, vous vous serez enrichi en termes de bien-être, c'est-à-dire d'accès au logement. Donc, il faut toujours penser ces logiques de décroissance ou comment est-ce qu'on va changer les protocoles d'accès aux biens et services. Et est-ce qu'on arrive justement à travers une meilleure organisation, là j'ai pris l'exemple de l'immobilier, mais on aurait pu parler aussi de l'industrie pharmaceutique et du prix des médicaments. On peut rester dans cette logique de dire oui, il faut forcément faire de la publicité, énormément de choses pour créer des revenus, pour que les gens puissent acheter des médicaments, ou on peut dire où on va peut-être contrôler le prix des médicaments pour arrêter que des grosses industries pharmaceutiques se gavent à vendre des médicaments ultra chers juste parce qu'ils le peuvent. Ça, c'est là où on voit tout de suite, et c'était pour reprendre la question que tu avais entamée, on ne pourra pas faire de décroissance dans un système capitaliste, et donc quand on parle du projet de la décroissance et après de la post-croissance, on parle vraiment… On va peut-être prendre d'autres questions de la salle. Timothée Perry. Juste en deux mots, j'ai habité 7 ans à Vienne, je viens d'en revenir. Ce que vous décrivez, c'est pas ce que j'ai vécu, ni en termes de loyer, ni en termes d'augmentation des prix des loyers, ni en termes d'augmentation des prix d'achat, ni en termes de secteur public. C'est des moyennes. Autre remarque, là, moi je viens de faire un grand sujet à Boston pour essayer de comprendre pourquoi c'était devenu la capitale mondiale de l'innovation pharmaceutique. C'est là que se fait 80% de l'innovation à Boston, autour de Cambridge. Et une des réponses, c'est quand même que c'est un endroit ultra capitaliste. Donc tous les labos mettent leur centre de R&D. Enfin, on pourra en reparler, mais la vérité, c'est que dans un monde ouvert, en réalité, les gens ont tendance à mettre leur centre de R&D là où ils peuvent pricer leurs médicaments plus cher qu'ailleurs. Et ils ont tendance parce que vous avez des enjeux de revenus, de redevances sur ces médicaments sur un nombre d'années limité, etc. Donc, bref, donc quand on rentre dans le détail, en tout cas sur cette question du médicament, je pense qu'il intéresse vraiment tout le monde, on se rend compte que la réponse n'est pas si facile que ça à trouver et que, en tout cas, le système capitaliste à l'américaine a une puissance d'attraction assez invraisemblable. Voilà, je voulais juste donner ça comme… je sais que ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais pour le coup, c'est un sujet que j'ai bien enquêté. Je voulais prendre une autre question de la salle, s'il vous plaît.
Oui, Allez-y. donc c'est pour revenir sur la question, on va dire, l'opposition entre individus politiques et en particulier sur quand on disait tout à l'heure, enfin, une politique nationale de la décroissance n'aurait pas forcément d'acceptabilité sociale. On n'a encore pas tout essayé. Et la question, c'est justement qu'est-ce qu'on pourrait encore essayer dans le système actuel, parce que je pense qu'en fait, on est beaucoup à être parfois dans une espèce de dépression, et en tout cas d'angoisse, en se disant, j'ai beau faire tous les efforts que je veux au niveau individuel et être, on va dire, en conformité à mes valeurs, etc., les avions vont toujours voler. Tant que l'impact, pour moi, n'est pas pris en compte politiquement et ne fait pas l'objet d'une intervention politique, d'une vraie politique nationale, on se dit, l'impact, il sera inexistant. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut encore essayer si on ne fait pas de politique nationale de décroissance qui pourrait justement, on va dire, renforcer l'acceptabilité sociale en se disant nos actions, on va y croire, ont un effet. Là, jusqu'à présent, on a l'impression d'avoir un faisceau d'actions individuelles où chacun dit moi, je suis plutôt concerné par ça, donc je suis végétarien, moi, je ne prends pas l'avion. Moi. Mais dans ce faisceau, on peut facilement se déprimer en se disant concrètement, ça ne sert à rien. Alors, Kathleen Schubert, pour éviter la déprime. Oui, mais moi, je vois mes étudiants sont souvent sur exactement sur cette longueur d'onde-là. Ce que je pense, c'est que pour que ça marche, pour qu'on ait vraiment un espoir de transformation, il faut que l'agenda soit porté très très haut au niveau des politiques. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'au plus haut niveau de l'État, c'est pas quelque chose qui est important et qu'il n'y a pas vraiment de volonté de faire ça ne peut pas marcher, il faut que ce soit vraiment porté très haut au niveau de l'État, il faut qu'il y ait un narratif aussi, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient envie d'agir, et donc ça vient, enfin c'est assez complexe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un narratif pour donner envie aux gens, mais il ne faut pas non plus que ce soit mal distribué, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit les plus vulnérables, par exemple, qui encaissent tout le poids de la transition, ce n'est pas possible. Donc c'est assez compliqué, mais je crois quand même que si ces conditions sont réunies, c'est-à-dire que si le projet est porté vraiment très haut au niveau de l'État et puis qu'il est conçu dans un esprit de justice sociale, c'est-à-dire il doit être possible de mettre en place une politique économique assez costaud, quoi, qu'on n'a pas réussi encore à cause des Gilets jaunes, mais moi je crois beaucoup en fait à la politique économique parce que dire aux gens, ok, maintenant il faut devenir sobre, c'est bien, mais enfin, il y a des tas de gens qui vont vous dire, mais pourquoi? Enfin, les Chinois sont pas sobres, les Américains sont pas sobres, les gens qui vont en jet sont pas sobres. Pourquoi moi je vais baisser mon chauffage? Enfin, donc juste compter sur les incantations, enfin les injonctions plus ou moins morales, ça peut pas marcher. Enfin, vous-même, vous allez vous dire, ok, je mange plus de viande, mais je me force, mais à quoi ça sert? Bon, donc moi je crois beaucoup à la politique économique. Je crois qu'il faut se donner les moyens de la mettre en place à un niveau suffisamment ambitieux, quoi. Donc, voilà. Je peux continuer un petit peu dans la même lignée pour dire, moi, aujourd'hui, les politiques, la ligne de sobriété, le président l'avait dit, c'est une ligne volontariste. C'est-à-dire, voilà, on va tous essayer de faire des petits efforts, et si ça marche, on n'aura pas à intervenir. C'est quand même ultra bizarre. Imaginez si on finançait les budgets publics comme ça. Si on va créer une cagnotte en ligne et chacun vous donnez ce que vous voulez pour les transports, pour la santé, pour les hôpitaux. Et si à la fin du mois, en fait, on arrive à avoir ce qu'il faut, on n'aura pas besoin d'avoir des taxes. C'est débile. Enfin, ça serait revenir vraiment dans l'histoire économique d'avoir un système archaïque comme ça. Non, on a besoin d'une planification véritable avec des nouvelles règles du jeu. Mais il y avait pas mal de candidats qui proposaient ça à la dernière élection. Ils n'ont pas été élus. Après, ça, c'est une question qui est liée à l'organisation du modèle démocratique. Non, mais voilà, donc ma question, c'est, alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous en faisiez de la démocratie? Parce que ça a été vraiment débattu, non? Déjà, il y a deux questions qu'il faut séparer. C'est-à-dire que là, la question de se dire qu'est-ce qu'on doit faire en ordre de magnitude pour pouvoir rentrer dans les clous écologiques. Ça, ce n'est pas une question démocratique. C'est-à-dire que soit on fait assez, soit on ne fait pas assez. C'est le climat qui tranche. Donc là, déjà, on peut regarder. Et ce qu'on n'a pas fait pour l'instant, de mettre la ligne d'arrivée, de dire, OK, ça, on doit réduire de ça. Une fois qu'on a cette ligne d'arrivée nationalement, il faut qu'on ait cette ligne d'arrivée, on a parlé de la comptabilité nationale, dans les secteurs, dans les entreprises, dans les budgets municipaux. Et
aussi pour ceux d'entre vous qui ont calculé votre empreinte carbone individuelle et calculé des trajectoires de baisse. La moyenne en France, on est à 9,2. Vous savez qu'on essaye d'aller vers les 2. Vous pouvez regarder de quoi est composée votre empreinte carbone et faire des arbitrages. C'est-à-dire, voilà, moi, je préfère manger un peu moins de viande, mais j'ai envie quand même de pouvoir prendre l'avion ici et là. Je peux abandonner ma voiture, mais je préfère avoir ça. Je peux changer mon système de chauffage. C'est en fait des arbitrages qui vont être faits ici et là. Et la régulation, ce qu'on attend de la planification, justement, c'est qu'elle organise des synergies entre toutes ces actions et des règles du jeu qui les facilitent. Donc, les gilets jaunes n'étaient pas seulement une réaction à la taxe carbone, étaient une réaction à une mauvaise taxe carbone. Je vous encourage à lire 600 jours au ministère de l'Impossible, qui raconte très bien l'histoire de la taxe carbone, la perspective, qui était mal designée. Ça, les économistes sont d'accord. Il n'y avait pas de mécanisme redistributif, alors que ça, c'est la base, même quand vous... Bien sûr que dans un pays avec des inégalités, surtout des inégalités énergétiques et donc carbone, si vous avez une taxe comme ça, si elle est régressive, au bout d'un moment, ça va pas être considéré comme juste. Et aussi, ça sert à rien d'avoir une taxe carbone si c'est jeté comme ça et vous n'avez pas vraiment un processus de planification écologique avec des discussions multisecteurs pour que justement il y ait cette espèce de cercle vertueux entre sobriété de consommation et renoncement de production. Je ne donne qu'un exemple. Donc si là, aujourd'hui, on se dit, le but, c'est de prendre moins l'avion. OK, très bien. De cet objectif de sobriété de consommation, nous devrions aussi, en parallèle, organiser la fermeture graduelle et rapide des lignes nationales. Ça, nous ne l'avons pas fait. Ça avait été demandé par la Convention citoyenne pour le climat. Ça a été dilué. On a fermé 3 lignes nationales et tout le monde à l'étranger s'est dit que vraiment la France était au top du top. Mais en termes de volume d'émissions, ça n'a rien fait. Donc moi, je pense que là, on a... Pardonnez-moi d'être un peu impertinent, mais vous qui enseignez et qui multipliez, parce qu'on s'en est parlé un peu avant, les allers-retours entre Paris et la Suède, vous êtes venu comment, en fait Moi, ça fait la dernière fois que j'ai pris l'avion 4 fois dans ma vie. La dernière fois, c'était en 2011. Chaque fois que je viens de Lund à ici, je me tape 18 heures de train. 18 heures de train. Donc, bon, et j'ai l'habitude. Avant, je faisais le Stockholm-Barcelone, 46 heures. Donc, et là, c'est pas 4 trains, c'est 9. Donc, autant vous dire que moi, j'ai eu pas mal d'expériences de transport bas carbone, en plus que pour mon boulot. Moi, si c'était vraiment pour mes loisirs, autant vous dire que je ne le ferais pas. Mais il y a tout un système à organiser. Juste un exemple sur le Lund-Paris, que bien sûr, 18 heures, ce n'est pas à la portée de tous, surtout qui coûte entre 3 et 5 fois plus cher que le vol en avion, qui va vous prendre, je ne sais pas, 3 heures. Donc, bien sûr, on ne veut pas demander aux gens de le faire. Donc, ce qu'il faut faire en planification, c'est de faire en sorte que le vol en avion, je ne sais pas, Paris-Marseille, coûte extraordinairement cher, ou soit même limité en termes de quotas, ce qu'on a dans certains aéroports. L'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas a décidé de mettre une limite maximale sur les vols sur cette année. Florence Gianni-Catrice voulait réagir. Oui. Alors, je voudrais réagir sur 2 points. Le premier, c'est que je pense que ces injonctions interindividuelles de nous renvoyer à notre morale personnelle et de comportement ne va pas du tout régler l'affaire. Et je trouve ça vraiment dramatique. La situation, elle est d'une urgence, mais intense, quoi. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il me semble que au moins ce que nous voyons ici et la discussion que nous avons là montre bien que la somme des intérêts individuels ne fait pas le bien commun. Et que il nous faut chacun, il faut trouver les moyens d'une organisation sociale qui permette que de manière égalitaire ou équitable en tout cas, on puisse renoncer autant que faire se peut à ce que nous avons eu, qui était plutôt de l'ordre du désir que des besoins au demeurant. On n'a pas parlé de cette distinction entre désir, besoin ou utilité, besoin. Et le troisième point, c'est, je pense que c'est vrai que va revenir dans le débat la question de la planification. Le mot a été énoncé par Timothée, mais moi je me souviens, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la question de la décroissance, je me souviens il y a encore 7-8 ans, quand on évoquait le mot de planification, on était considérés comme des dangereux marxistes, des révolutionnaires, mais c'est en train de bouger, et c'est tant mieux, mais on a besoin de la construction concertée pour élaborer des projets qui répondent à l'intérêt général, et l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et donc, cet élément concerté, il peut se faire à des niveaux nationaux, mais il se fera pas non plus, faut pas non plus attendre qu'il se fasse qu'à des niveaux internationaux. Cette planification sociale écologique, si on attend qu'elle se fasse en concertation avec la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, ça ne se fera pas évidemment. Et donc, il faut le faire à des cercles polycentriques, comme disait
disait Elinor Ostrom, y compris à des niveaux micro de territoire. Et il y a d'ailleurs des territoires qui essayent de s'engager vraiment très sérieusement dans des trajectoires sociales, écologiques, y compris avec la planification. Et là où je suis pas d'accord avec Timothée, c'est que je pense pas qu'il faille faire fonctionner les marchés par une augmentation des prix. Parce que alors là, on va être dans l'injustice sociale totale. C'est-à-dire qu'évidemment, on aura toujours des personnes, des individus qui pourront avoir accès à ces services, à ces biens, parce que le prix sera jamais démesuré pour eux. Enfin, voilà, parce qu'on est précisément dans des inégalités totalement démesurées. Et donc, la planification sociale écologique, si on la prend de manière vraiment très sérieuse en compte, eh bien, nécessitera la fermeture de secteurs dans leur entièreté, progressivement, mais sûrement, des interdictions. Enfin, voilà. Et si on ne le choisit pas encore une fois de manière concertée, maintenant de manière démocratique, ça sera imposé de manière anarchique ou autrement plus tard. Vous savez, il y a un magnifique ouvrage de Bernard Perret qui fait partie des convivialistes, qu'il a publié en 2008, donc ça fait déjà longtemps, mais enfin, nous, notre premier ouvrage date de 2003 sur les nouveaux indicateurs de richesse. Et donc, dans cet ouvrage, Bernard Perret se demande si le capitalisme peut être durable. Et il dit, si nous n'agissons pas, c'était déjà en 2008, si nous n'agissons pas maintenant de manière démocratique, c'est une économie guerrière qui va nous arriver. Et d'une certaine manière, on n'y est pas très loin, parce qu'on voit bien quand même les renoncements démocratiques auxquels on a été confronté par la question de la crise sanitaire, et la crise énergétique pourrait amener d'autres renoncements démocratiques, et puis ensuite les autres catastrophes que nous avons déjà vécues cet été, que la Californie vit, que les Philippines vivent en permanence, etc., eh bien, sont des renoncements permanents à la démocratie. Et donc, il nous faut vraiment penser ces questions d'une manière collégiale et certainement pas par le marché. Kathleen Schubert a levé la main pour réagir. Elle aussi, visiblement, c'est une conversation très animée, très vite, mais je voulais comme vous demander, moi j'ai été frappé par cette formule que vous avez eue, qui est la planification écologique et sociale se fera de manière choisie, ou de toute manière, elle se fera quoi qu'il arrive. En gros, si j'ai bien compris, je voudrais votre avis là-dessus. Non, moi je ne crois pas ça. Je crois que, en fait, curieusement, la planification écologique existe en France. On a un truc qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. C'est très développé. On explique extrêmement bien comment il faut faire dans le détail pour arriver à 0 émission nette en 2050. C'est le ministère de l'Environnement qui a fait ça. Le problème, c'est qu'à part le ministère de l'Environnement, personne n'est au courant. Vous ne savez pas. Dans les autres ministères, ils ne sont pas au courant non plus. Et c'est ça que je veux dire. Il faut. Mais non, oui, mais c'est quand même un plan pour arriver. Bon, et ce qui est quand même très frappant, c'est que personne n'est au courant. Donc, il faut vraiment que l'État, très haut dans l'État, se saisisse de ça. Ça, c'était mon premier point. Mais j'ai un deuxième point, parce que là, je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec Florence, c'est sur l'avion. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que l'avion paye ses émissions de CO2. L'avion, ce n'est pas du tout assez cher. L'avion ne paye pas les émissions de CO2. C'est extrêmement difficile d'expliquer à quelqu'un qu'il va payer une taxe carbone sur l'utilisation de sa voiture, alors qu'il n'y a pas de taxe carbone sur les émissions de CO2 des avions. Or, ce sont plutôt les gens plus riches qui prennent l'avion. Donc, c'est très, ça ne va pas du tout, quoi. Donc, moi, je crois vraiment qu'il y a quand même, il faudrait mettre au carré, dans la tarification du carbone en particulier, les choses pour qu'elles soient justes et que l'ensemble des secteurs payent pour ces émissions. En revanche, je pense que, évidemment, il y a toujours deux façons de faire quand on veut diminuer quelque chose, soit le prix, soit l'interdiction. Donc, Florence, manifestement, est pour l'interdiction, mais ce que montre une énorme littérature économique, c'est que l'interdiction est tout aussi régressive que le prix en réalité. C'est-à-dire que les gens pauvres souffrent tout autant quand on interdit des choses que quand on met un prix. Il y a des exemples multiples, mais pensez par exemple actuellement aux ZFE. Bon, les ZFE, les zones à faible émission, ça va vouloir dire qu'on va interdire aux voitures de telle catégorie, je ne sais plus, 3, d'entrer dans ces zones. Bon, ces voitures qui sont des voitures anciennes, c'est les gens les plus pauvres qui les ont. Et ils vont être vent debout contre ces ZFE. Enfin, ils le sont déjà. Hein. Il y a eu des tas de problèmes avec ça. C'est tout aussi régressif
que la taxe. Oui, mais Voilà. il faut en parallèle investir massivement dans les transports en commun. Évidemment, si on ne donne Ça pas règle le problème d'alternative. avec la taxe aussi. Mais C'est les la Gilets même jaunes, chose. c'était ça. Il n'y avait aucune alternative. Donc, quand il n'y a pas d'alternative à la solution technique qu'on est obligé d'employer, bien évidemment, ça apparaît comme une injustice sociale. À Paris, il y a beaucoup de démesurée. transports en commun. Attendez, hein. avant que ça devienne le brouhaha, Et parce que je vous pense arriver propose en de plus à prendre. l'allier. Non, excusez-moi, Monsieur Parek, je vous propose de prendre une dernière question de la salle. Voilà. Oui, j'allais terminer en fait justement pour vous réconcilier tous. Vous êtes tous les trois des Notre économistes, sauveur. donc vous croyez aux incitations, et donc non, d'accord. Et donc ce que je comprends pas, c'est pourquoi Raté. la solution, au moins sur le carbone, c'est la généralisation de la taxe carbone avec une redistribution importante. On a compris hein, les enjeux. Et donc pourquoi la taxe carbone généralisée, c'est pas la solution vers laquelle tout le monde va converger. Et voilà, quelle est votre réaction là-dessus? Et juste la plaisanterie à la fin, c'est est-ce que la taxe carbone, ça traduit pas c'est pas dans la comptabilité nationale et donc ça ne traduit pas de la croissance ensuite? Alors juste, moi, je vais faire le lien entre vous deux, hein, parce que moi, je pense que dans mes travaux, je donne beaucoup plus d'importance aux logiques volumétriques, donc les quotas, le rationnement, au rationnement par les prix, justement, surtout dans les secteurs qui ont beaucoup d'inégalités. Et pour vous rejoindre ici, la voiture, c'est beaucoup plus compliqué. L'avion, par exemple, si vous limitiez, on va dire, interdit de prendre plus de 4 fois l'avion par an en France, avec bien sûr exception pour, je ne sais pas, les médecins, les choses comme ça, vous n'affecterez pas du tout la partie de la population la plus vulnérable. Donc ça vraiment dépend de chaque bien et service. Mais je voulais vous faire part, moi, d'une triade que j'aime beaucoup, que j'utilise dans mes travaux. C'est en fait, on a 3 grandes familles d'instruments, encore plus que d'agir soit par les prix, soit par les quantités. En fait, on a l'interdiction, on a le rationnement et on a la taxe, d'une certaine manière. Et souvent, ces instruments, en fait, peuvent se faire en transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas interdire le carbone, parce que le carbone il est utilisé pour faire plein de trucs. Donc, on peut commencer par le taxer. Dans certains secteurs, on peut même le rationner. Donc, il y a une approche, vous avez peut-être entendu parler de la carte carbone, de se dire, par exemple, en France, selon cette proposition, on viendrait dire cette année, on peut émettre X tonnes de carbone. Ça, c'est le budget carbone national. On divise en permis, on vend une partie aux enchères aux entreprises et au gouvernement, on distribue aux citoyens avec un revenu universel carbone. On a un marché secondaire, donc on a quand même un prix sur le carbone, comme sur une taxe carbone, pour permettre aux gens d'échanger leurs taxes, enfin d'échanger, leur permis carbone. Mais avec ce système, en fait, qui a un mix entre prix plus quota, on est sûr qu'à la fin de l'année, en fait, on n'a pas émis plus de tonnes qu'on a disponibles dans notre budget, ce qu'on n'a pas avec le design de la taxe carbone. Et au fur et à mesure, pour d'autres choses, par exemple, je ne sais pas, les pesticides ou l'utilisation de certains plastiques pour certains usages, et ben là, c'est beaucoup plus facile à interdire. On a déjà commencé. Donc, en fait, pour chaque défi, en fait, il faut se poser la question, est-ce qu'on interdit? Est-ce qu'on rationne? Est-ce qu'on taxe? Est-ce qu'on taxe justement pour, après quelques années, être capable de mieux rationner et ensuite être capable peut-être d'interdire et de passer à autre chose? Florence Giannicatrice, peut-être la taxe carbone, est-ce que d'abord vous êtes favorable de la mettre en place, l'étendre, etc. Et si oui, avec peut-être quelle compensation? Et parce que vous parliez tout à l'heure des... Non, mais moi, je suis quelle échelle? totalement sur la même lignée que Timothée, c'est-à-dire il faut à la fois des interdictions et puis des rationnements quand il en faut, et peut-être ici ou là des taxes carbone, mais tout ça ne fait quand même pas une planification. C'est-à-dire qu'il faut aussi investir dans des secteurs qu'on a complètement abandonnés depuis des décennies et des décennies, quoi. Avec le tout voiture, par exemple, qui a été notre imaginaire collectif de réussite et de progrès pendant des décennies, avec la désertion des trains pour, et j'en sais quelque chose, pour passer d'une ville à l'autre, et de dégradation de la qualité de ces services publics. Enfin voilà. Et donc, on n'en prend pas le moyen pour l'instant, quoi. C'est la grande inquiétude, elle est là. Elle est que nous, on est en train de discuter de quelque chose qui n'est pas du tout en train d'arriver avec les politiques économiques qu'on est en train de mener sous ce mandat aujourd'hui. Et donc, je termine sur une note quand même pessimiste. Je suis quand même très inquiète parce que les enjeux sont urgents. Et les enjeux sont radicaux. Après, peut-être que sans être radical, on peut essayer d'aboutir là où on doit aller, mais je trouve qu'on n'en prend pas du tout le moyen, quoi. Pas du tout les moyens. Un dernier mot, chacun. J'aime assez la carte carbone, j'aime assez ça. Je pense qu'il faut regarder de près parce que la mise en place concrète va être un peu compliquée. Mais j'aime assez ça. Ce que je veux dire peut-être pour conclure, c'est que
l'Europe, sur la tarification du carbone, est en train d'être très ambitieuse. Donc peut-être que c'est l'Europe qui va nous permettre de réussir ça, puisque ce qui est prévu, c'est la mise en place d'un second marché pour le logement et le transport, qui serait le miroir en fait du marché ETS pour les entreprises. Qui ferait monter donc le prix du carbone sur ces deux secteurs-là, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché, ce serait une taxe carbone qui serait mise en amont, c'est-à-dire au niveau des producteurs de fossiles ou des raffineurs. Et donc ce serait pas ça se diffuserait ensuite jusqu'aux consommateurs. Donc le design peut être peut-être plus acceptable. Mais ceci dit, au niveau des pays, on ne fera pas l'économie de redistribuer les recettes de ce truc-là pour que ce soit juste, quoi. Mais je pense que c'est peut-être l'Europe qui va nous permettre d'avoir une politique climatique plus ambitieuse. Bon, alors je crois qu'on aurait pu vraiment discuter de ce sujet pendant même plusieurs jours. J'espère que ça vous a passionné comme moi, ça m'a passionné. Je vous remercie tous. Il est 16h30, je suis désolé, il y a certainement des frustrations dans la salle, mais normalement, la limite était fixée à 16h15. Donc, je remercie vivement nos 3 économistes d'avoir accepté de ne pas regarder les quotas de temps et de les avoir surconsommés, en effet. Voilà. Merci beaucoup.